Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un vent super froid et je m'apprête à retrouver ma nouvelle invitée qui n'est autre que Inès du compte Lâche ton assiette. Et elle va m'emmener tester un restaurant végétarien qui s'appelle Daya. Allez, je fonce la retrouver. Coucou Inès! Coucou! Tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Alors, t'es prête à m'emmener manger chez Daya? Ouais, j'ai trop hâte, ça a l'air trop bon. Ouais, ça a l'air génial. Est-ce que tu veux te présenter pour nos spectateurs? Ouais. Alors, bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 27 ans. Dans la vie, je fais du conseil en finance. Et sinon, sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Lâche ton assiette, où je parle comme Caroline de troubles alimentaires, parce que j'ai malheureusement souffert de troubles alimentaires pendant une dizaine d'années, mais on en reparlera Pendant le repas. Ouais. Allez, on va manger. Mais je vais partir comme toi sur Sur plat à la carte. Ouais, sur le plat à la carte. Parce que les falafels, ils ont l'air vraiment bons. Ouais. Et du coup, tu prends les falafels. Ouais. Ouais, Et c'est il ça. y a quoi avec tes falafels? Alors, attends, c'était quoi? C'est où déjà? Falafel saisi au four, champignons de Paris sautés et parmesan de chou-cœur, sauce spéciale falafel, salade de chou rouge, lacto-fermenté. Et du coup, moi, je vais prendre le hachis de petits marrons farci de noix et oignons, accompagné d'une salade de chou rouge lacto-fermentée. Inès, pourquoi tu as choisi Daya comme resto? Parce que j'aime bien la nourriture végétarienne. Je trouve qu'à chaque fois, c'est beaucoup plus inventif comme cuisine que la cuisine, on va dire, tradie. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est un type de cuisine à part entière, en fait. Oui, grave. C'est pas tant... avant, tu sais, t'avais des plats végétariens dans les restos, alors que maintenant, t'as ce genre de resto où c'est que du végé. Ouais. Et en plus, tu as choisi un végé, je trouve, assez original parce que t'as Ouais. pas les, tu sais, les steaks imitation viande et tout. Oui. Alors, c'est végé, mais c'est pas vegan. Non, exact. Et justement, sur le truc de simili, enfin, moi, j'aime beaucoup voyager et effectivement, t'as beaucoup de types de cuisine, en fait, qui, de fait, sont hyper végétariennes. Pourtant, tu vois, je suis pas végé, mais j'ai l'impression d'être comme beaucoup de personnes flexitariennes. Ouais. Dans le sens, la majorité du temps, je mange végétarien. S'il y a de la viande, je peux en manger. Mais j'aime pas spécialement ça en goût, donc Ouais, moi je préfère les restos végés. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Ça a l'air incroyable. Je suis désolée, moi aussi. Et du coup, Inès, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu manges actuellement? C'est drôle parce que tu vois, là, la première chose que j'ai dit, c'est j'aimerais bien refaire la même présentation chez moi. C'est quand même assez important que ce soit joli. Malheureusement, je fais pas toujours en sorte que ce soit joli, mais en tout cas, quand je vais au resto, c'est important. Ouais. Et après, mais ça, j'essaye de un peu travailler là-dessus. C'est être satisfaite de ce que je vais manger. Là, tout à l'heure, quand je te disais, si je vais au resto et que je vois que l'autre personne, elle a un plat qui me donne plus envie, il y a un petit truc en moi où je vais me dire, je vais passer un bon moment. Après, maintenant, j'essaye vraiment de me dire que c'est pas grave, tu peux pas toujours bien manger. Enfin, bien manger dans le sens être hyper satisfaite, trouver qu'il y a un goût exceptionnel. Après, l'apparence d'un plat peut être trompeuse en fait. Ça peut être très beau, ça peut donner envie. En fait, c'est pas fou. Et à l'inverse, des fois, le plat est pas beau. Ouais, et en fait, il est super bon. Et tu vois, dans les restaurants un peu gastronomiques / bistronomiques, enfin, moi, ça me fascine à chaque fois parce que c'est hyper bien présenté. Enfin, certes, c'est bon, mais les portions en soi, elles sont minimes. Enfin, je sais pas comment dire, mais le fait que ce soit beau visuellement, je trouve que ça fait passer un encore meilleur moment. Il y a des épices là-dedans. Ah ouais? T'aimes bien ou pas? Ouais, j'aime bien. Je sais pas, mais il y a du cumin, c'est sûr. Ah ouais, cumin, vraiment une de mes épices préférées. Tu as des cuisines préférées? Le resto qui est en face, c'est un resto fusion libanais et coréen. Et c'est mes deux cuisines préférées. J'adore la cuisine coréenne. J'ai fait un échange universitaire en Corée. Vraiment, c'est ma cuisine asiatique préférée. Ils sont végés aussi. Oh, génial. Et j'adore la cuisine libanaise. Enfin, tout ce qui est d'inspiration libanaise. Parce que je sais que la cuisine syrienne, c'est un peu similaire. La cuisine turque aussi. Enfin, Moyen-Orient. Ouais, voilà. J'adore. Ah non, j'en ai une troisième en fait. Italienne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais italienne, je pense que tout le monde, c'est la cuisine préférée de tout le monde, on va dire. Donc ouais, italienne. Ouais. Et française dans une moindre mesure. Je trouve que la cuisine française est très très bonne aussi. Tu te considères être une mangeuse comment? Si tu devais te trouver. Au moins, c'est là les vrais, la vraie vie là. Une mangeuse qui mange n'importe comment. Ouais, voilà. Ah bah oui, tu vois, ça on peut le dire. Non, mais une mangeuse très maladroite. Mais vas-y, mangeuse, désolée, la vraie avec un adjectif qualificatif, tu vois, mangeuse, quelque chose.
Alors clairement, pas une mangeuse intuitive, non, parce que ça, je pense ne pas encore l'être. Par contre, je pense une mangeuse qui s'en fiche un peu, et ça c'est assez intuitif quand même, qui s'en fiche un peu des conventions niveau plat. Un truc que j'avais beaucoup dans les TCA avant, c'est, tu sais, voilà, il fallait que le petit déjeuner soit à telle heure, le déjeuner à telle heure, le goûter à telle heure, etc. Et en fait, maintenant, j'ai pas trop de règles autant sur les horaires. D'ailleurs là on mange super tard et ça me dérangeait pas du tout que même sur ce que je mange. Enfin si au dîner j'ai envie de me faire un petit déjeuner, c'est pas du tout un sujet. Enfin j'essaye de faire au maximum des repas avec mon compagnon, mais si j'ai pas envie de manger ce qu'il mange ou à l'heure où il mange, ben tant pis tu vois. Et du coup tu t'es plutôt aventurière? J'ai fait un peu. Ah mince. Mais vraiment mangeuse maladroite, on aurait dû Mangeuse regarder. maladroite, t'aurais dû dire ça. Ouais vraiment ça aurait été plus ça en fait, mon qualificatif. Ah bah tiens, j'aurais dû le dire ça aussi, mangeuse pas hypocondriaque, on va dire. Ouais. J'ai aucun sujet avec le fait de manger dans le même plat que quelqu'un, boire dans le même verre que quelqu'un. Enfin, ça me dérange pas. Même si tu le connais pas trop. Ouais, pas du tout. Ma question c'était, est-ce que t'es aventurière ou t'es plutôt t'es basique Oh là là, je reviens toujours à ta question sur mangeur, ça aussi j'aurais pu le dire. Alors je ne fais pas du tout partie des aventuriers. Ah bon? Ah non, pas du tout. Enfin, T'as l'air. En fait, j'aime beaucoup de types de cuisine, comme je t'ai dit, j'adore voyager, il n'y a pas de sujet. Mais le truc que j'ai, c'est qu'une fois qu'il y a un plat que j'aime bien, j'ai trop du mal à changer. Enfin, typiquement, si je vais au restaurant italien, je mange une margarita. Mais tout le temps, Non, mais alors ça, je valide le truc, c'est que la margarita, tu vois, c'est un peu le truc de base. Bah dans oui. tous les restos. Et en fait, c'est un peu en mode, tu testes le classique. C'est comme, tu vois, tu vas dans une boulangerie, tu testes le croissant. Oui, c'est vrai. Tu testes le croissant, même si le croissant, tu le connais. Oui. C'est parce que c'est un test de cette boulangerie-là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, j'avais pas vu ça. Tu vas dans une crêperie, tu prends la galette complète, oui, jambon, exact. fromage. Ouais. Parce que tu testes le resto, en gros, sur le truc qu'ils doivent savoir faire, quoi. Oui. Le truc classique. Ah, t'as raison, j'avais jamais vu ça comme ça. Parce que effectivement, peut-être que si je retournais dans un resto italien où j'étais déjà allée, je ne prendrais pas forcément la margarita. En fait, t'es une mangeuse, comment dire, t'es critique gastronomique. Ah, j'avoue. Tu testes le classique. Ouais, c'est ça. Bah là, typiquement, t'as pris des en soi, j'ai pris des falafels, tu vois. Enfin, ton plat est super bon. Et en fait, c'est juste, quand j'ai vu hachis parmentier de potiron, j'étais là, bon, bah, je vois pas trop ce que c'est un hachis parmentier de potiron, alors que des falafels, je vois ce que c'est. Enfin, ouais, je vois. Je sais que mon compagnon, lui, c'est l'inverse. S'il va dans un resto, il va toujours prendre le truc le plus what the fuck. Comme moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vas souvent au resto? Ouais, je vais assez souvent au resto. Déjà parce que dans mon boulot, on mange souvent au resto, de manière générale. C'est un métier de bureau et quand on a des déjeuners avec des clients, bah... Tu fais des déjeuners d'affaires. Voilà. Et après, comme je vis à Paris, enfin pas Paris, proche région parisienne, on va dire, il y a énormément d'offres niveau resto. Donc souvent à Paris, justement, on invite peu les gens chez nous. Enfin, moi, j'aime bien inviter chez moi, mais les gens ont plus tendance à vouloir aller au resto vu qu'il y a une offre énorme. Du coup, c'est aussi lieu pour sociabiliser, on va dire, voir tes amis, tes proches. Et tu vas seule aussi ou... Alors, je l'ai fait récemment. J'ai beaucoup aimé et je devrais le faire plus souvent. J'étais un peu réticente au début. Et c'est super bien, même je trouve que ça te permet de plus savourer que quand t'es avec quelqu'un. Je pense que c'est sous-côté le resto seul. Plus essayer. Et du coup, un déjeuner d'affaires, tu profites autant du resto ou pas? C'est quand même plaisant d'aller au resto, mais effectivement, en fait, tout tourne autour du boulot. Tu travailles en mangeant. Oui, tu travailles en mangeant, c'est ça. C'est que même si il y a des moments, les gens ils vont quand même parler d'autres choses du boulot, tout tourne quand même autour du boulot. Quand tu viens de commander ton plat, t'es encore en train de débriefer de la réunion d'avant et de parler de la réunion d'après. Du coup, c'est vrai que tu profites moins et le vrai truc, c'est que c'est assez expéditif souvent. Enfin, et puis même, il y a un truc souvent qui est un peu frustrant, c'est que si tu sens que les gens sont pressés, typiquement, moi je suis quelqu'un, enfin on verra si je prends un dessert là, mais j'aime bien le sucré, donc j'aime bien prendre des desserts. Et c'est vrai que parfois quand t'es avec des gens, que tu sens en fait... T'es obligé de te caler sur les autres. Quand t'es en déjeuner d'affaires, je pense que tu peux pas trop partager, non? Ça se fait pas trop. Genre, je peux prendre ton falafel. Ah non, pas du tout. Hein. Franchement, avec les clients, on sait que tu as le compte Instagram Lâche ton assiette. Oui, le fameux. Donc on sait de où tu viens. Ouais. Tu as souffert de TCA. Ouais, de plusieurs TCA différents. En fait, le premier dont j'ai souffert, c'est l'hyperphagie. C'était quand j'étais ado. Clairement, je le formalisais pas comme un TCA à l'époque. Maintenant, avec mon recul, je sais que c'était l'hyperphagie parce que je faisais des crises que je compensais pas, notamment liées au harcèlement que j'avais subi. Enfin, bref, plein de sujets. Et surtout, j'ai fait de l'anorexie et de la boulimie.
après. En fait, vous pensez de la Ouais. prise de poids, Oui, c'est c'est ça. En fait, je suis passée de l'hyperphagie à l'anorexie en faisant un régime. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui tombent dans l'anorexie comme ça. Bah, parce que tu avais pris beaucoup de poids. Ouais, oui, j'avais pris du poids, j'étais mal dans ma peau, je voulais plaire. Enfin, franchement, il y avait plein de choses qui entraient en jeu. Et en fait, j'ai fait un premier régime où, en gros, j'ai compté mes calories. Ça a été la descente aux enfers parce qu'en fait, j'ai perdu du poids très vite. J'ai vu que j'étais plus appréciée. Et après, en fait, c'est addictif. Et après, bon, en parallèle de ça, pareil, j'en parle souvent sur mon compte. J'ai surtout une relation avec quelqu'un qui m'a mise très très mal. J'ai un peu voulu, quand on s'est séparés, me trouver un objectif de vie, en fait. Enfin, maintenant, vraiment, je me dis ça, c'est que j'ai été limite en dépression quand on n'était plus ensemble, même chose, je dis j'étais limite en dépression, j'en sais rien, j'ai jamais eu de diagnostic, mais j'étais pas bien en tout cas, et j'ai essayé de trouver un moyen de le reconquérir, de trouver un sens à ma vie, et ça a été le fait de maigrir. Et on t'a diagnostiqué anorexie? Oui, ça pour le coup, ouais. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'en veux beaucoup à mon médecin traitant de l'époque pour ça, et c'est un truc que je dénonce beaucoup sur mon compte, c'est que tous les 2 mois quand je revenais chez mes parents, mon médecin traitant voyait bien que mon poids baissait. Enfin, c'était par palier, mais il voyait bien, la dernière fois que je l'ai vue, elle pesait tel poil, elle a perdu 3-4 kilos. Puis la fois d'après, encore 3-4 kilos, encore 3-4 kilos. Mais comme j'étais encore dans la fourchette normale, il s'alertait pas. Et puis en fait un jour, il m'a pesé et là en fait il a calculé mon IMC, il a vu que là l'IMC était faible et c'est là qu'il a commencé à pousser un peu, à me poser plus de questions et à poser le diagnostic anorexie. En fait, quand tu croises les gens que tu les pèses pas forcément, tu vois, tu bases juste comme ça sur une appréciation vite fait. Et là le médecin ou même quelqu'un peut se dire elle est un peu mince mais ça va. Oui. Et en fait, quand tu mets vraiment la personne sur une balance et que tu calcules son IMC, là tu vois qu'il est super bas. Bah oui, c'est ça. Et en fait, comme on est abreuvé d'images de mannequins qui ont des IMC de 16, en fait, quand tu vois des nanas qui ont le morphotype de mannequin, elle est mince. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça biaise le regard en fait. C'est vrai. De voir ces images qu'on a pas. Toutes les nanas que tu vois dans les pubs, elles ont pas 20 d'IMC quoi. Elles ont mais c'est ça. 17. C'est exactement ça. En fait, ça change forcément ton regard. Ouais. Et du coup, même les médecins, ils sont vraiment washés par ce truc. Au fond de moi, il y avait un truc où non seulement je voulais perdre du poids, mais en fait, vraiment, je sais que j'ai eu cette pensée un jour de j'ai envie d'avoir tel IMC, tu vois. Ah ouais. Parce que je connaissais ce calcul, donc je savais qu'arriver à un certain poids, que je ne connais pas ici, je serais en sous-poids. Et bon, bref, et le jour où j'étais en sous-poids, là, j'ai eu le diagnostic, mais dans les faits, même chose. Aujourd'hui, je me dis qu'en fait, j'étais déjà... Enfin, je me restreignais déjà caloriquement depuis plusieurs mois, en fait. Donc, en fait, ton médecin, il t'a diagnostiqué uniquement sur la base de son IMC? Ouais, c'est ça. En fait, il a juste... Ouais. Donc bon, après, une fois qu'il m'a diagnostiqué, là, ça a été encore pire, on va dire. C'est que, du coup, je suis pas allée en hôpital, mais j'ai eu un suivi clinique dans le sens, je devais aller à l'hôpital voir un praticien. Ça m'a pas tant aidé que ça. Comme j'avais ce diagnostic-là, mes parents n'arrêtaient pas de surveiller ce que je mangeais. Parce que j'étais rentrée pendant les vacances d'été chez mes parents. Ils surveillaient ce que je mangeais. Quand je suis revenue dans mon école de commerce à la rentrée, j'étais en colocation et pareil, mes colocs n'arrêtaient pas de surveiller ce que je mangeais. Enfin, tout le monde surveillait ce que je mangeais. En fait, vraiment, le diagnostic m'a fiché dans le sens, les gens se doutaient déjà qu'il y avait un problème. Mais là, en fait, comme tout le monde savait, mes amis comme ma famille, que j'étais anorexique, là, en fait, c'était bon, tu es anorexique, il faut que tu souffrais. Oui, je souffrais, merci de le dire. Ouais, je souffrais d'anorexie. On l'est jamais, en fait. C'est un abus de langage. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En plus, oui, le truc identitaire joue beaucoup, donc c'est bien de reformuler. Le fait qu'on ait beaucoup surveillé ce que je mangeais, ça m'a un peu poussé à, je sais pas, à manger des fear food devant les autres. Enfin, mais j'ai une scène, mais j'en parlais dernièrement, où en gros, comme j'étais en colocation, parfois je mangeais, je faisais exprès d'aller dans le salon pour manger un Kinder Pingui par exemple devant mes colocs, juste pour leur dire oulala, regardez, je suis normale, alors qu'en fait déjà j'avais pas envie de le manger et je me forçais, bref, c'est un peu horrible. Et en fait c'est ce qui m'a fait tomber dans la boulimie. Et ça, c'est quand tu étais en guérison? Ouais, c'était quand j'étais en guérison d'anorexie, mais je dis guérison d'anorexie. Ouais, en quasi-guérison. Ouais, quasi-guérison, parce qu'en fait, ma guérison d'anorexie m'a fait tomber dans la boulimie. C'est ça qui est fou à chaque fois, c'est que je me dis, à chaque fois que j'ai guéri d'un trouble alimentaire, je suis allée vers un autre trouble alimentaire, l'hyperphagie, l'anorexie, et là, c'était l'anorexie, la boulimie, parce que j'ai mangé plusieurs de mes fear food, et c'est comme ça que j'ai... Les aliments qui te faisaient peur. Oui, c'est ça. Ah oui, pour expliquer, les aliments que tu essayais d'éviter, en fait. Oui, voilà. Oui, les aliments que je jugeais comme mauvais, malsains, qui faisaient grossir, etc. C'est horrible parce que ça te rajoute déjà quand tu souffres de ces mots-là,
t'as une charge mentale alimentaire de malade, et là tu l'ajoutes avec une charge mentale de bon bah quand je mange, il faut absolument que je mange devant les autres. Pour les gens qui sont pas trop au fait de toutes ces maladies-là, ça les perturbe totalement parce qu'ils disent oh là là, elle mange, genre elle mange, je sais pas, un Kinder Bueno, ah bah elle est pas anorexique. Ouais. Et en fait, je t'ai dit, bah c'est le fait d'avoir tout voulu faire vite qui m'a fait tomber dans la boulimie, parce que en fait bah forcément quand j'ai réintégré toutes les cheer food, ben je suis tombée dans ce fameux stade de faim extrême où d'un coup en fait tu n'arrives plus à t'arrêter, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières crises de boulimie, on va dire. Enfin, crise de boulimie dans le sens que la faim extrême c'est pas grave, c'est pas un sujet, et on est beaucoup à être, enfin on passe quasiment toutes par là en guérison. En fait moi le problème c'est que je n'ai pas accepté cette période, je voulais maintenir mon poids faible, et c'est comme ça en fait que moi j'ai jamais eu recours à des vomissements, mais j'ai eu recours au jeûne, à la restriction, au fait de faire énormément de sport, au laxatif. Ouais, et en fait, c'est important de le dire, c'est que la boulimie, forcément, on ne vomit pas forcément. Ah oui. Et l'anorexie aussi d'ailleurs. Ouais, exactement. Et je te dis, c'est ça qui m'a fait tomber dans la boulimie, parce que en fait, dès que j'avais ces phases de faim extrême, j'arrivais pas à me dire bon bah c'est normal, faut que tu guérisses. Je voulais rester à un tel poids, et du coup dès que je voyais que j'avais repris du poids, en fait je repartais dans des restrictions, et c'était tout le temps comme ça, parce que finalement j'avais repris goût quand même à posteriori. Tu penses que tu mangeais pendant ces phases de faim extrême, tu mangeais vraiment beaucoup, ou finalement avec le recul non, avec le recul c'était adapté. Oui, avec le recul je me dis que c'était adapté, mais le problème c'est qu'à un moment donné c'était plus de la faim extrême, c'était vraiment des crises de boulimie, dans le sens j'allais me restreindre pendant, j'en sais rien, une semaine, je dis n'importe quoi. D'un coup, le week-end, j'allais avoir une compulsion alimentaire où je mangeais vraiment, je communiquerai pas le nombre de calories, mais un nombre très important de calories. Et ensuite, j'allais trouver des moyens pour toute la semaine récompenser ça. Et le truc, c'est que ça a duré hyper longtemps. C'est ça qui est hyper malsain avec la boulimie, contrairement à l'anorexie. Ça ne se voit pas physiquement. Enfin, moi, personne ne remarque que j'avais un problème. La semaine, j'étais normale, entre guillemets. Ma boulimie, c'était toute la fin de mon école de commerce et tout le début de ma vie active pendant 5 ans. Et en fait, les gens, dans la vie de tous les jours, j'étais une personne qui mangeait normalement, qui allait au restaurant, qui certes mangeait sain, entre guillemets. J'avais un peu cette étiquette de la fille qui mange sain, mais je mangeais normalement. Et personne ne savait que, en fait, tel soir de la semaine ou tel week-end, Inès, elle était en train de dévaliser les placards, et voilà. Ça a duré hyper longtemps, parce que ce qui est hyper malsain avec la boulimie, c'est que, le fait de compenser, c'est ce qui te maintient, en fait, dedans. Parce que tu as eu une compulsion alimentaire, tu n'acceptes pas le fait de reprendre du poids, donc tu vas compenser. Et en fait, le fait de te restreindre va te pousser vers une autre compulsion alimentaire, et ça finit jamais. C'est un cercle vicieux. Ouais, c'est pour ça que ça a duré beaucoup plus longtemps que l'anorexie. L'anorexie, j'en ai fait pendant une année, la boulimie pendant 5 ans. Et j'ai pu m'en sortir grâce au confinement. À chaque fois, c'est ce que je dis pareil aux gens. Je n'arrivais plus, en fait, j'étais tellement stressée par la situation mondiale, on va dire, que je n'avais plus la force physique ni mentale d'essayer de compenser mes crises. Donc en fait, j'ai juste fait des crises, j'ai pris du poids, et quand je suis sortie de ce confinement, personne n'a jamais fait de remarque sur le fait que j'avais pris du poids. Ah ouais? Vraiment, personne n'a fait. Ouais. Et surtout, en fait, quand on souffre de TCA, on est vraiment tellement obsédé par un chiffre sur une balance, on n'arrive pas à prendre de recul et à accepter qu'en fait, pour guérir, il va falloir grossir. Et que dans les faits, même si on prend 10 kilos, ça paraît énorme comme ça. Mais en fait, comme tu l'as dit, et les gens qui nous aiment vraiment, même si on prenait plus, on va dire, nous aimeraient toujours. Donc voilà. Et 10 kilos, c'est rien. En fait. Ouais. Et je t'ai dit, c'est ça qui a fait que j'ai guéri, parce qu'une fois que j'ai repris ce poids, que j'ai vu qu'en fait tout le monde s'en fichait, personne s'était moqué de moi comme quand j'étais ado, etc. En fait, ça a été le déclic ultime, parce que je me suis dit, mais attends, je me suis gâché la vie. J'ai une relation dramatique avec l'alimentation pendant tellement longtemps, juste pour maintenir un certain poids. Et finalement, le jour où je lâche prise et je prends du poids, tout le monde s'en fiche, et où je suis finalement à ce fameux poids de forme dont tout le monde parle, où en fait tu peux manger de tout librement et il se passe rien. Il y a le poids de forme où en fait, comme je l'ai dit, tu peux manger de tout et tu vas rester à ce poids-là. Et j'ai l'impression qu'il y a le poids idéalisé qu'on a en tête quand on a un TCA. Où en fait, là par contre, non, tu dois te restreindre pour avoir ce poids-là. C'est pas le poids que tu es censé avoir, quoi. Non, mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est l'impact et le poids, en fait, des traumas qu'on a dans l'enfance. On est enfant, on s'en prend tellement plein la tronche. Ouais. Mais en fait, peu importe que tu sois gros, que tu sois mince, même si tu as un poids totalement lambda, il y aura toujours un truc sur ton physique qui va, c'est clair, qui va être à redire. Pareil, le truc des moqueries, moi je sais qu'encore aujourd'hui, j'ai plus de problème avec l'alimentation, mais par contre, je suis encore quelqu'un qui a très peur du regard des autres. J'ai toujours peur que les gens se moquent de moi, de faire les choses mal, que les gens, je sais pas, trouvent que je suis pas assez gentille, pas assez jolie, sympa, plein de trucs en même temps. Le féminisme m'a beaucoup quand même aidé là-dessus.
Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était au-delà des traumas de l'enfance, il y avait quand même un truc très lié au fait que je sois une femme et que j'ai été élevée en tant que femme et que du coup, effectivement, je veux pas prendre trop de place, je veux qu'on m'aime, je veux pas faire tâche, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, plein de trucs liés à la beauté, tout ça aussi. Et franchement, le féminisme aussi, ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise et à me dire, en fait, c'est totalement injuste. Je vois pas pourquoi moi, toute ma vie, je serais au régime alors que pas les hommes. Et donc, enfin, je trouve qu'une fois que tu vois ça et que tu vois l'inégalité qu'il y a de ce côté-là, ben, même chose, moi, ça m'a beaucoup aidé à guérir ça. Au-delà de cette fameuse prise de poids et de m'être rendu compte que les gens ne te jugent pas, il y a aussi ce truc de, enfin, j'ai pas envie d'être aliénée d'alimenter ce système. D'alimenter le système, ouais. Même si, encore une fois, je sais que les hommes aussi peuvent avoir des troubles alimentaires. Ça, voilà. C'est bien de déconstruire cette idée que, en tant que femme, mon but dans la vie, c'est d'être jolie. Encore une fois, un homme, on lui demande pas, c'est pas son objectif de vie. Il a d'autres objectifs dans la vie. Donc moi, vraiment, ça aussi, ça m'a bien aidé de me dire que, au pire, c'est pas grave. Ouais. Disons que c'est pas grave si je suis pas la la plus jolie. différence, c'est que nous, notre principal objectif, c'est d'être jolie. Oui, d'être jolie, de rester voilà. jeune. Et après, tu as les autres, d'autres objectifs, quand même. Ouais, d'être maman, d'être... Ouais, c'est ça, exactement. Et les hommes, en fait, en gros, être beau, ça arrive en quatrième ou mais cinquième. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En gros, en premier, c'est quoi? Je sais pas, c'est... avoir une bonne carrière, je pense. Voilà. En fait, on voit plus en plus de pubs aussi, où je trouve que tu as des corps d'hommes un peu objectifiés, tu vois. Ah mon dieu. Non, enfin, je sais pas, tu vois, les pubs pour déodorant et tout. Et en fait, c'est pareil. Enfin, ils utilisent le corps objet, quoi. Enfin, et au-delà de... qu'on se décentre un peu du corps. Tu vois. Mais oui, c'est ça. Enfin, je dirais jamais que j'adore mon corps aujourd'hui, mais enfin, maintenant, j'accepte vraiment mon corps. Enfin, dans le sens, j'ai arrêté d'essayer de le changer. Même si c'est dur de pas se comparer aux autres, etc. J'ai vraiment arrêté ça parce que je sais que le corps que j'avais avant, qu'est-ce que ça sous-entendait d'avoir ce corps au niveau souffrance mentale et physique. Au-delà de ça, tu vois, enfin, je parle beaucoup de féminisme, mais moi, un truc aussi qui me rend folle niveau inégalité, c'est la grossophobie. Moi aussi. Je peux pas. Genre vraiment, je ne peux pas. Mais typiquement, en fait, toi, t'as eu la chance, entre guillemets, la chance d'avoir un poids faible. Oui. Mais en fait, tu serais parti d'un poids élevé, tu serais descendu à un poids normal. Ouais. En fait, tu aurais été encouragé ton comportement. Mais bien sûr. Le fait de compter tes calories, on te dit, mais c'est vachement mais oui, bien, c'est évident. mais oui. Le fait de te restreindre à mort la semaine, de manger sain, etc., on aurait dit, mais c'est bien, continue, tu vas c'est ça, clair. je trouve ça ouf. Les comportements encouragés chez les gros sont les comportements pathologiques chez les minces. Non, mais c'est exactement ça. Un truc où j'aimerais que l'éducation nationale fasse quelque chose. S'il y a quelqu'un de l'éducation nationale qui voit ta vidéo, qui nous regarde, ce serait faire de la prévention à ce sujet parce que... Oui, moi aussi, j'aimerais. Ouais, voilà. De la même manière que tu vois, quand tu étais enfant, on a fait de la prévention par rapport au racisme. Je me dis, si on commence maintenant sur les TCA, peut-être que dans bien 20 sûr. ans, ça c'est évident. Et voilà, et insister sur le fait que les corps sont différents, que être gros, ça ne veut pas dire être fainéant, ne pas prendre soin de soi, ça peut être lié à plein de choses, enfin peu importe. Et qu'au pire, si les gens sont gros, ça les regarde. Ça va encore une fois avec le fait que les gens, enfin la société est grossophobe en fait, parce que les gens qui utilisent l'argument santé, je trouve ça tellement hypocrite. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu parlais des mannequins qui font tel IMC, elle, par contre, il n'y a pas de... Enfin, personne n'a rien dit. Qu'est-ce qui fait qu'on fait un premier régime? Si on acceptait tous les corps, personne ne ferait de régime. Enfin, cette industrie n'existerait même pas, en fait. Et même chose dans l'autre sens, on parle de régime, mais les gens qui sont d'hyperphagie, je dis pas que tout est lié à des moqueries. Mais je pense que la grossophobie joue beaucoup dans le fait que les gens fassent des crises d'hyperphagie. Et puis en plus, après, ils essayent de se restreindre, donc ça crée un cercle vicieux. C'est fou parce que je trouve que quand tu sors des troubles alimentaires, t'as tellement de règles que d'un coup, en fait, tu balayes. Ouais. Tu te dis, mais comment j'ai pu me prendre la tête par rapport à ça? Enfin bref, t'as tellement de discours toute la journée qui sont d'ailleurs très contradictoires. Oui. Tu vois, on va te dire, j'ai beaucoup de petits repas, et après on va te dire, mais non, il faut jeûner, donc il faut faire le jeûne intermittent. Faut manger des protéines. Mais en fait, non, les protéines animales, c'est mauvais, faut manger végétarien. Enfin, des produits laitiers, c'est pas bon, mais en fait, si, c'est bon. Enfin, bref, tu sais plus quoi manger. Tu sais plus trop comment manger. Et je pense que les réseaux sociaux actent ça. Parce que, je sais pas, t'as des vidéos où des mecs comme ça d'un coup, ils vont te dire, je sais pas boire de jus de fruits, et ils vont t'expliquer pourquoi. Enfin, bref. T'as une citation avec l'alimentation?
Moi, c'était une phrase que en guérison, je disais beaucoup et même maintenant, si pour une raison ou une autre, si j'ai un mauvais jour, j'ai une pensée dans ma tête, c'est food is a fuel. Ça peut vraiment aider de se rappeler qu'en fait, la nourriture à la base, même si bien sûr la nourriture n'est pas faite que pour nous nourrir, la nourriture est faite pour nous rassembler. Moi, il y a un peu à double tranchant. C'est la nourriture est un carburant, ça peut t'aider, mais aussi ça peut ne pas t'aider parce que quand tu manges entre guillemets, par exemple tes émotions, j'aime pas dire ça. Ou quand tu manges autre raison parce que juste t'as envie, parce que tu passes devant une pâtisserie et que c'est le seul moment où tu vas pouvoir y rentrer et que voilà. Je comprends que ça t'aide, je comprends aussi que des fois ça n'aide pas en fait, de se dire ça. En fait, moi je trouve que cette phrase elle aide surtout dans les moments où tu catégorises encore les aliments. Enfin, moi le truc que je trouve dramatique c'est qu'il y a un truc où en fait tu connais toute ta vie les calories des aliments, ça c'est vraiment... Parfois j'aimerais que mon cerveau... Ah toi d'ailleurs, tu m'en avais pas parlé, mais t'es plutôt sucré ou salé en fait? Salé. Ouais. Mais j'aime bien le sucré. Quand j'ai commencé à guérir de l'anorexie, en fait j'ai guéri par un max de trucs salés. Parce que je pense qu'en fait je m'en suis beaucoup restreint. Quand j'étais dans l'anorexie, et ben, je mangeais pas mal de trucs sucrés en fait. Bizarrement, je mangeais beaucoup de trucs industriels. Mais ce que je me restreignais, c'était sur les quantités. Enfin, tu vois, les petits peach, les petits trucs comme ça, j'en mangeais en fait. Parce que pour moi, c'était acceptable. Tu vois, c'est genre 150 calories. Ouais, je vois tout à fait. Et du coup, je trouvais que c'était acceptable pour un petit déj, un déj d'enfant. Du coup, ce goût sucré, je l'ai perduré. Quand j'ai guéri, j'étais beaucoup plus attirée par le fromage. Le truc, c'est que quand j'étais dans l'anorexie, je suivais beaucoup de contenu fitness. Ils diabolisent énormément le sucre, les montées de glycémie, etc. Voilà, quand tu me dis le pitch au petit déjeuner, si t'es un youtubeur fitness, je vais te dire c'est le pire truc que tu puisses faire sur ton corps, tu vas avoir un pic de glycémie et tu auras faim. J'étais dans l'anorexie, j'avais peur d'avoir faim. Oui, t'as faim. En fait, t'as faim. C'est pas le pic de glycémie. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, ça a été compliqué de déconstruire ça en guérison. C'est trop beau. Et bah, tu vois, là, on revient sur le truc de c'est beau. Mais comme quoi, tu vois, on peut pas dire t'es anorexique parce que tu manges tel truc. Chaque personne a sa vision de l'anorexie. Mais c'est ça. Et moi, en fait, tu vois, d'extérieur, si tu voyais mes plats, tu connaissais pas du tout calories ou quoi, tu aurais eu l'impression que je mangeais énormément. Oui, moi aussi. Parce que je me faisais des plâtrés de salade avec plein de salades, plein de crudités, plein de une grosse portion de viande, enfin de dinde. Et du coup, ça donnait l'impression, tu vois, que c'était hyper consistant, alors que en fait, non, c'est juste du volume, t'es en train de te bourrer le ventre. Je me rappelle que on inverse. La mousse au chocolat, je crois qu'avec le tiramisu, c'est dans mes desserts. Alors vas-y, ton plat et ton dessert préféré. Franchement, tout ce qui est coupe glacée, j'adore ça. Ah, coupe glacée, genre dame blanche, banane. Pourtant, c'est hyper simple, tu vois. Et en plat, vu que je suis moins salée, j'aime bien les crumbles de légumes. C'est original de dire ça. Ouais, c'est original, j'avoue. Mais ouais, il n'y a rien qui me vient comme ça. Il n'y a pas un plat que... Ah si, bah toujours avec la cuisine coréenne, j'adore les bibimbap. Je trouve ça super bon. Ah et si, désolée, j'en ai un dernier. Non, en termes de plat, j'adore la tchèque-chouka de ma maman. Ah, c'est super bon ça. Vraiment. T'es d'origine... ta mère, elle est d'origine... kabyle. Et ma mère l'a fait particulièrement bien. Et je pense que c'est un truc rattaché à l'enfance. Du coup, il faut que tu regardes la vidéo avec Yasmine. Parce qu'elle aussi, elle est d'origine algérienne. Et du coup, pareil, c'était la tchèque-chouka sur mon plat. Et non, c'était le rageg. Ah oui, super que je connais pas, j'ai jamais fait. Non, mais de sa mère. Finalement, j'ai changé tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est glace et tchèque-chouka. Voilà. Bah, c'est bien. C'est vrai qu'on est bien réglo au niveau des moite-moite, là, vous êtes d'accord Bon, alors on n'a pas pu résister, on s'est arrêté chez Utopie. Et on a pris des pâtisseries. Alors t'as pris, qui me disait que t'étais pas trop aventurière et tu prends le sésame citron vert. Ouais, c'est ça. Par contre j'ai fait un cookie, c'est moins original, mais il est aux amandes et au chocolat noir, c'est un peu... ça change. Franchement, pâtisserie sésame, et moi j'ai pris flan coco et pâtisserie du week-end banane fève tonka. Yes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, on est dans une tornade de vent. Oups. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter et à t'abonner surtout. Et voilà, si vous voulez tester le resto dont on a parlé, il est juste derrière. Et c'est Gonyam Falafel, une très bonne adresse mais fermée le dimanche. Voilà, et sinon on se voit dans une prochaine vidéo.